Bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va continuer nos cours à distance. J'espère que vous suivez. Moi, personnellement, j'ai l'impression que vous ne suivez pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de réaction. Malheureusement, il n'y a pas de réaction. Vous commencez à utiliser la mail list, mais pas tout le monde. Sachez que vous êtes 2 filières, presque une 50aine par filière, et jusqu'à maintenant il y a à peu près, j'allais dire, même pas une dizaine de personnes qui ont écrit quelques mails, quelques interventions, etc. Alors que on est aujourd'hui à la 12e vidéo. C'est dommage. Bref, assumez votre responsabilité. Moi, j'essaie de faire de mon mieux avec les moyens du bord et de telle sorte que vous puissiez comprendre ce cours que je répète très important relatif au système d'exploitation de manière générale et des systèmes GNU Linux ou systèmes basés sur Unix en particulier. On y va. Cette remarque étant faite, on y va. Donc la dernière fois, nous sommes arrêtés à ce slide, c'est-à-dire tard, la gestion des archives. Et comme je l'ai dit, je le répéterai, c'est un outil vraiment intéressant, et même, j'allais dire, la notion de gestion d'archives est une tâche importante dans une entreprise ou dans une administration, ou dans le monde professionnel de manière générale, et même, j'allais dire, même pour vous. Il faut savoir gérer vos archives. Par exemple, les objets, les documents que vous êtes en train de fabriquer cette année, que vous manipulez cette année, il ne faut pas les jeter, il ne faut pas les laisser disperser. Il faut à un certain moment les archiver. Parce que l'année prochaine, vous aurez encore à fabriquer d'autres ressources, d'autres documents, vous allez développer des programmes, vous allez développer des applications, etc. Donc, apprenez à vous organiser parce que, croyez-moi, si vous êtes mal organisé, vous laissez des choses comme ça dispersées dans différents répertoires, dans différents lieux, sur clé USB, sur disque dur, sur CD, etc., etc. Un jour, vous en aurez besoin et vous allez avoir du mal à vous retrouver. Sinon, vous allez trouver une partie, ou même parfois pas tout. Et en plus de ça, cette notion d'archive, elle est très utile pour sécuriser vos données. Sachez que je l'ai déjà dit maintes fois, votre matériel, votre PC, votre téléphone, votre tablette, c'est pas ça le plus important. C'est vrai, ça coûte, mais ça coûte combien? Ça coûte, bref, un téléphone, vous pouvez l'acheter actuellement à 200 dirhams, enfin 400, 500, 1000 dirhams. Un PC, vous pouvez trouver des portables à 500 dirhams, hein, un portable, même ancien, même si vieux, vous pouvez installer une distribution, etc. Même, disons que vous achetez un portable comme le mien, je l'ai acheté à 2500 dirhams. 9. Mais le problème, c'est pas ça le portable. Le plus important, ce sont vos documents, ce sont vos archives, vos ressources, vos informations. Donc, faites attention et j'espère que vous allez prendre des bonnes habitudes parce que un jour, vous serez responsable de gestion de parc ou d'un service qui s'occupe de ces choses-là, etc. Et si vous ne prenez pas vos précautions, vous ne prenez pas des bonnes habitudes, des bonnes pratiques, croyez-moi que ça sera compliqué. Bien, donc cette commande, nous avons vu, je vous ai donné sur le bonus les principales options qui vont vous aider, c'est-à-dire pour créer, pour extraire, pour lister, et on verra par la suite, je vous donnerai encore des exercices qui vont vous permettre de mieux maîtriser et de manipuler l'ensemble des options. Bien, passons maintenant à la suite. La suite, donc il y a un chapitre dont déjà parlé, concerne un éditeur de texte, un éditeur de fichiers, un éditeur de texte très connu, très ancien, qui tourne sur Unix, qui s'appelle VI. Actuellement, une nouvelle version est apparue depuis quelques années, qui s'appelle Vim. Donc tout simplement, c'est un éditeur de texte visuel. Visuel, c'est le fameux V, c'est pour dire c'est un éditeur interactif visuel, et on l'utilise grâce à des commandes. Bien, je ne vais pas le traiter pour le moment, enfin bref, parce que je vais essayer de faire
beaucoup de pratique pour que vous puissiez le maîtriser, parce que vous avez tout dans cet outil VI. Il y a plein de choses. Il faut simplement comprendre le concept et la manière comment il fonctionne. On verra qu'il a trois modes. Mode normal, mode d'insertion, mode remplacement. Et je vous montrerai comment les utiliser, ces trois modes, pour manipuler, gérer vos documents, vos fichiers texte. Bien sûr, c'est un éditeur de texte, hein, c'est pas. Donc ça sert par exemple pour, si vous voulez, écrire ou élaborer un programme ou un script avec C ou avec Python ou avec le Bash ou avec n'importe quel langage, vous pouvez l'utiliser, etc. Donc voilà, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, je reviendrai, hein, sûrement la prochaine vidéo, on va traiter ça. Mais aujourd'hui, on va attaquer plutôt un autre chapitre, donc je parcours les slides, hein, voilà ce qui nous attend un petit peu, enfin plutôt c'est le côté pratique. Et aujourd'hui, on va attaquer ce chapitre. Donc ce chapitre, il tombe par hasard, diapo, le slide 130. Et on va traiter quelque chose de fondamental, qui est cette notion de redirection, de gestion de flux. Le flux, donc c'est un mot peut-être qui vous dit quelque chose. En principe, vous devriez le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà traité. On l'a déjà traité lorsque je vous ai montré un petit peu le côté basique, les bases sur le mode commande sur Windows. Alors, on y va. Donc, ce qu'on va étudier, on va étudier l'approche, c'est-à-dire un petit peu théorie. Je vous donnerai également la syntaxe, les principales commandes qui permettent de gérer ou de manipuler, de faire les redirections, de gérer les flux. Et enfin, je terminerai par des remarques. Alors, on y va. Donc, tout d'abord, tout process. Lorsque je dis tout process, c'est-à-dire tout programme en cours d'exécution. Tout programme en cours d'exécution sur votre machine, sur votre système, quel que soit son système, hein, c'est ce que je raconte ici sur ce slide, il est valable, enfin, cette première partie, il est valable pour n'importe quel système. Quel que soit le process, le programme qui est en cours d'exécution, il effectue des inputs et des outputs, ce qu'on appelle entrée et sortie, via tout simplement des fichiers. N'oubliez pas ça. C'est ce concept, tout est fichier, il est vraiment important, très important. On le voit encore une autre fois. Everything is file. Tout est fichier dans le système GNOME Linux. C'est vrai que Windows, c'est vrai, il n'adopte pas cette conception-là, mais vu qu'il a copié pas mal de concepts, pas mal de manières de faire, en principe, il devrait l'adopter. Mais malheureusement, avec cette notion de racine, etc., l'arborescence qui est différente, bref, il reste un petit peu un cas à part, Windows. Donc, je répète, tout process, c'est-à-dire tout programme en exécution, effectue des entrées-sorties via des descripteurs, via des fichiers. Ils sont numérotés, comme en général en informatique, on note toujours de 0, 1, 2, etc. Donc là, ils sont numérotés, ils sont 3. Descripteur 0, descripteur 1, descripteur 0, 1 et 2. Le premier 0, simplement, c'est le descripteur disant c'est l'unité, ou plutôt l'entrée standard. Donc l'entrée standard, tout simplement, c'est votre clavier. C'est-à-dire c'est avec votre clavier que vous rentrez, vous donnez vos informations, c'est-à-dire c'est avec le clavier, vous tapez, vous faites vos entrées. Le deuxième, descripteur 1, c'est la sortie standard. La sortie standard, c'est la sortie c'est-à-dire vous demandez à une commande quelque chose et il va vous donner un résultat. Ce output, et bien ce output, il va être redirigé vers la sortie standard. Donc la sortie standard, généralement, c'est l'écran. Je dis généralement parce qu'on verra par la suite cette nuance. Donc entrée standard, ensuite sortie standard, et comme vous l'avez remarqué, chaque fois que vous faites des commandes, eh bien, il y a possibilité, et potentiellement on peut avoir des erreurs. Donc des erreurs sont des sorties. Mais c'est des sorties, disons, c'est le système qui les envoie, etc. Ça parfois, c'est pas ça qui nous intéresse, mais je suis désolé, hein, les vidéos précédentes, c'est arrivé, bref, en fait, c'était fait exprès.
j'ai eu des pépins, des erreurs, etc. J'étais contraint d'arrêter la vidéo pour chercher, etc. Et vous avez vu, on a pu sortir. Donc bref, on a eu vous pouvez avoir, toute personne peut avoir, lorsqu'il lance un process, il aura probablement des erreurs. Donc, ces erreurs-là, il faut les envoyer, les rediriger vers un fichier, enfin, ils sortent quelque part. Donc, généralement, ça sort sur écran. Alors, voilà, c'est ça le principe. Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, on a tout process a des entrées-sorties et c'est la convention utilisée par le système d'exploitation basé sur Unix, c'est que ces sorties-là, il y en a trois. Il y a l'entrée standard, la sortie standard et la sortie erreur. Bien, regardez bien ce schéma et retenez-le. Il est très très simple, mais ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Entrée standard, c'est-à-dire toute commande, voilà, tout process. Une commande, ça génère des process. Des process, c'est-à-dire un programme qui s'exécute avec son environnement, avec ses variables, avec ses fichiers, etc. etc. Et bien ce process, lorsqu'il s'exécute, il a besoin d'entrées. Ces entrées viennent de l'entrée standard. Donc, on va noter généralement avec std in, donc standard input. Et toute commande, tout process, lorsqu'il s'exécute, il va effectuer des sorties standard sur le std out, standard output. Et le dernier, lorsqu'il y a des erreurs, même si la commande marche, etc., parfois il y a des erreurs dues à d'autres facteurs. Donc, ces erreurs-là, ce qu'on appelle les sorties des erreurs, s'effectuent sur le stdr. Voilà. Donc, std in, std out, stdr. Pour ne pas répéter toujours entrée standard, sortie standard, on va les nommer, les nombres grâce à ces trois termes. Donc, chaque fichier ou chaque descripteur peut être associé à un fichier, à un périphérique, au descripteur d'un autre process. Bref, c'est un peu ce charabia, on va le comprendre, vous allez le comprendre par la suite. La configuration de ces descripteurs, c'est-à-dire de ces fichiers, c'est-à-dire leur association à un fichier ou à un périphérique, fait partie de l'environnement du process. Autrement dit, un process, lorsqu'il s'exécute, il aura besoin d'un certain nombre de descripteurs. Descripteurs, c'est-à-dire ces fameux fichiers. Fichier, entrée, standard, sortie, output et sortie erreur. Bien. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, toutes ces choses-là, nous les avons vues. Je vous l'ai déjà initié lorsque nous avons fait le système, lorsque on a étudié, je vous ai fait ces premières séances, j'allais dire rappel, mais malheureusement, vous ne connaissez pas le système Windows. C'est-à-dire vous manipulez simplement Windows via la souris, vous cliquez, etc. etc. Donc, vous aviez une connaissance uniquement via le mode graphique. Et comme vous le savez, comme je l'ai répété maintes fois, le côté graphique, c'est bien beau, c'est facile parfois, mais malheureusement, ça cache ce qu'il y a derrière. Donc, lorsqu'on a fait le CMD, donc le mode commande, le mode console de Windows, je vous ai montré cette redirection, cette faire de chef. Donc là, je quelques exemples que je vous ai déjà donnés. Lorsque j'avais mis dire, chevron fermé, fichier. Vous vous rappelez? Donc, au lieu dire sur MS-DOS, sur Windows, sur PowerShell, permet d'afficher les fichiers répertoires qui se trouvent soit sur le répertoire courant ou ailleurs. Donc dire tout court, ça permet d'afficher, c'est comme ls, ça permet d'afficher en détail les fichiers, les répertoires qui se trouvent dans votre répertoire personnel. Et lorsque vous utilisez dire, mais vous utilisez ce chevron, c'est vrai, on l'appelle généralement supérieur, mais le terme exact, c'est plutôt chevron ouvert, ce symbole-là, vers un fichier, c'est-à-dire qu'on dirige les résultats de la commande vers un fichier, au lieu que ça soit dirigé vers la sortie standard. Donc, autrement dit, lorsque vous ne faites pas ça, la sortie, donc cette commande-là, la commande dire, je reprends le cas de Windows, dire, lorsque vous faites entrer, donc cette commande-là va effectuer un certain nombre de choses et il va sortir les résultats de la commande vers la sortie standard.
Donc, et je répète ce qu'on a vu sur Windows, donc c'est presque pourquoi je vous raconte Windows, parce qu'on l'a déjà vu. Et parce que Windows a copié, a pris les éléments de base de cette redirection de la sortie standard. Il a repris cette façon de faire de système Unix. Donc, si vous mettez une commande ici, vous mettez un chevron supérieur, un fichier, donc deux situations se posent. Ou plutôt, on est dans deux scénarios. Premier scénario, ce fichier existe. Donc, s'il existe, eh bien, sachez qu'il sera écrasé par le résultat de la commande. C'est-à-dire, s'il y a un fichier qui est déjà là, il sera écrasé et le contenu de ce fichier sera remplacé par le résultat que devrait afficher la commande si on l'avait fait sur écran. Sinon, si ce fichier n'existe pas, deuxième cas, scénario, si ce fichier n'existe pas, eh bien, ce fichier sera créé. Donc faites attention lorsqu'on l'a fait, c'est-à-dire surtout dans le cas si ce fichier existe. Si ce fichier existe, eh bien, sachez qu'il sera écrasé. Imaginez que je l'ai déjà donné en classe, cet exemple-là. Imaginez que ce fichier contient un programme sur lequel vous avez travaillé pendant 1 an. Ça arrive, et par hasard, vous faites une commande et vous faites diriger vers ce fichier. Eh bien, désolé, votre fichier sera détruit, sera écrasé, et il aura dans son contenu le résultat de cette commande. Bien, ceci étant fait, on l'a déjà vu, etc., et on l'a même utilisé sur la commande, sur le commande de GNU Linux. Donc là, je vais prendre quelques exemples. Et voilà, il y a un exemple ici, si vous voulez, c'est la commande who. On l'a vu sur le bonus 3. Donc who qui permet d'afficher l'ensemble des utilisateurs, etc. Au lieu de l'afficher sur écran, donc on a redirigé, donc nous disons chevron fermé, donc ce qu'on vous appelez supérieur, et j'ai envoyé ça sur un fichier que j'ai appelé who.t. C'est-à-dire who à l'instant T. Donc je l'appelle comme ça. Hein. Attention, l'extension, on peut mettre l'extension comme on veut. Ce n'est pas la même chose que Windows. Alors, je laisse ça ici. On va revenir à notre terminal, comme d'habitude. Un coup d'effacement d'écran grâce à CTRL-L. Donc ls, voilà. Un ls avec redirection vers, je l'appelle ls.1. Pourquoi pas? Autrement dit, maintenant, comme vous le voyez, au lieu que la sortie standard soit sur écran comme ici, comme là on vient de le faire, il va afficher la liste des fichiers en colonne sans donner le détail, parce que ls tout court, ça donne la liste des fichiers répertoires qui se trouvent dans le répertoire courant, sans afficher les fichiers cachés. Donc au lieu d'afficher ça sur écran, la sortie standard, eh bien, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de rediriger ls, chevron supérieur, et je l'ai mis dans un fichier qui s'appelle ls.1. Regardons ce fichier, ls.1. Je donne les détails de ce fichier ls.1. Voilà, c'est un fichier régulier. Les droits, rappelez-vous, c'est le UMask, etc. Et voilà son propriétaire, le groupe, sa taille. Autrement dit, 663. Autrement dit, c'est quoi 603? Tout simplement, toutes ces chaînes de caractères qui sont affichées ici, au lieu que ça s'affiche sur écran, ils sont affichés sur mon fichier que j'ai nommé ls.1. Donc, il a été créé le 24 mars 2020. Il n'indique pas l'année puisqu'on est l'année en cours. Donc, 24 mars à 11h59. Regardons le contenu de ce fichier, 4ls.1. Et voilà cette liste. Donc là, comme vous le voyez, la liste des fichiers, c'est-à-dire que là, c'est la liste que j'avais ici. Donc si vous regardez, voilà, même ce -z, hein, j'avais créé un fichier, je sais pas, une erreur, et voilà, il a créé un fichier. Et les fameux fiches 11, etc., fiche 10, fiche 30, etc., que j'avais créé avec Touch. Et également des répertoires personnels, puisque j'ai répertoire bureau, documents, etc., etc. Donc tout cela, vous les trouvez, ça c'est le contenu, hein, c'est le contenu de mon fichier ls.1.
C'est-à-dire parce que je l'ai créé, j'ai envoyé le résultat dans ce fichier. Donc voilà son contenu, il contient ces choses-là. Je vais vers encore plus, alors je vais l'afficher avec, puisque vous êtes habitués, surtout certains, ils sont habitués avec la souris. Alors je vais aller dossier personnel, et je vais le montrer, je vais cliquer pour ceux qui sont habitués à cliquer, etc. Donc c'est pareil, donc je clique dessus, ça veut dire quoi cliquer? Tout simplement, je vais l'ouvrir avec mon éditeur par défaut, c'est un fichier texte, donc je clique dessus, et voilà, il va m'ouvrir le fichier ls.l1, grâce à gedit. Voilà, gedit, et le nom de fichier. Regardez la première ligne, la première ligne ici. Donc là, je mets la souris, il me met le menu. Lorsque je descends, il me donne le nom de fichier et ainsi que l'emplacement et le nom. Donc le nom, l'emplacement, entre parenthèses, -gedit pour montrer que ce fichier est ouvert avec gedit. Donc voilà, c'est un fichier texte. Il contient, disons, c'est un texte, il contient la liste des fichiers qui se trouvent dans mon répertoire personnel. Je baisse ça. Ou plutôt je vais fermer pour ne pas, parce que je vais l'effacer, etc., etc. Donc pour ne pas avoir de choses, donc je vais quitter et je reviens à mon terminal, un clear, ou un CTRL ou un CTRL L comme vous voulez. Maintenant si je fais date, je redirige ça vers ls.1. J'ai utilisé le même nom, fichier. Et la commande date, comme vous le savez, on l'a vu sur le bonus, date, ça permet de faire quoi? Ça permet d'afficher l'heure système actuelle, l'heure complète, c'est-à-dire le jour, le mois, etc., l'heure, la seconde, la minute, etc., etc., ainsi que le système adopté par mon horloge, ainsi de suite. Mais au lieu de faire ça, d'envoyer sur la sortie standard, eh ben, je vais envoyer ça sur le fichier. Par hasard, je vais utiliser le même nom, ls.1. Entrée, qu'est-ce qu'il y a maintenant à votre avis dans le fichier ls.1? Cat ls.1, et bien il y a tout simplement la date. Autrement dit, mon fichier contenait tout à l'heure la liste de tous les fichiers répertoires qui se trouvent dans mon dossier personnel. Et bien il est écrasé et il a mis à l'intérieur le résultat de la commande date. Très bien. Donc, c'est pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, je pourrais mettre... voilà, je vais vous donner un exemple qui pourra vous être utile. Je vais faire man ls. Man ls. Donc là, on l'a vu, c'est le manuel, etc., etc. Moi, j'ai le manuel en français parce que j'ai francisé, etc., le manuel. Et maintenant, au lieu de faire man ls ici, eh bien, pourquoi pas, je l'envoie sur un fichier que j'appelle man.ls. Ou si vous voulez, voilà, je vais mettre ici. Ou voilà, je garde ça, man.ls. Comme ça, j'aurai plusieurs fichiers man. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est que le fichier man.ls, sûrement je l'ai ce fichier et j'ai pas le droit d'écrire dessus. Donc on va le voir. Voilà ce que je vous disais. Le fichier man.ls dans ma machine, je l'avais déjà créé il y a 2 jours, hier, j'avais créé ce fichier. Et bien, ce que je vais faire, je vais l'effacer. Je vais effacer ce fichier, comme ça, etc. Donc là, je l'avais créé et j'avais que le droit d'écriture, de lecture, etc. à cause toujours de ce fameux umask. Donc je vais l'effacer et je vais refaire la chose, RM, etc. Oui, je suis sûr de l'effacer. J'efface l'écran et je vais refaire ma commande. Bien, maintenant ma commande marche, donc mon fichier, on va voir ls-l man.ls. Voilà, il a le droit, je peux le modifier, le lire et modifier, etc., les autres, etc. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on contient? Le fichier man.ls. Man.ls, et bien je vais l'afficher. cat man.ls. Et bien, qu'est-ce qu'il contient? Voilà le contenu. Voilà le contenu. Je vais l'ouvrir avec le mode graphique. Avec le mode graphique, donc je cherche man. Voilà, il est là, il est par hasard juste à côté. Je clique dessus. Et ce fichier texte,
il contient tout simplement le manuel. Donc, si vous voulez avoir vos notes de cours, vos manuels sur papier, enfin, vous pouvez les imprimer, ce fichier, vous pouvez les imprimer éventuellement. Vous pouvez même les convertir en PDF. On verra qu'il y a des moyens pour les convertir même en mode commande. Hein. Ou autre moyen, vous pouvez l'ouvrir avec avec LibreOffice ou Writer et les convertir en PDF, etc., etc. Donc vous pouvez fabriquer vous pouvez même enlever certaines choses de ce manuel-là, c'est un fichier qui vous appartient. Vous pouvez modifier certaines choses et garder uniquement les choses qui vous intéressent. Et comme ça, vous allez avoir des notes que vous allez fabriquer, vos propres notes, hein, je parle, vos propres notes qui sont fabriquées grâce au MAN et que ce manuel-là, que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins et vous pouvez même changer les phrases. Par exemple, certaines phrases ne vous paraissent pas assez claires parce que généralement ces phrases ont été traduites depuis l'anglais. Vous pouvez par exemple les modifier, etc., mettre des choses en gras, souligner, bref, faire des choses, etc. Et pourquoi pas les publier. Et ça fait plaisir à la communauté. Ça, même pour vous, imaginez que vous faites un document à partir de CLS, vous fabriquez des documents PDF, etc., et vous les corrigez, vous les améliorez, etc., etc. Vous pouvez même ajouter des exemples. Si par exemple il n'y a pas d'exemple, etc., vous pouvez ajouter des exemples à la fin, etc., etc. Et ça fait que vous allez également être un membre actif de la communauté de logiciels libres, c'est-à-dire que vous allez pas simplement consommer, mais vous pouvez être très utile pour la communauté sur ça. Donc je donne ça pour cette commande ls, mais vous pouvez la faire pour autre chose. Vous pouvez faire pour un langage, etc., etc. Donc je vais fermer, j'espère que vous avez compris de quoi je parle. Alors je ferme. Voilà, il me dit, voilà, je ferme ça, et parce que j'ai fait des modifications, etc. Donc j'enregistre, c'est pour ça qu'il me dit ça. Et voilà, qu'est-ce qu'il attend pour fermer? Je peux faire ça pour le manuel de compilateur, hein, le GCC, qui permet de compiler. Voilà, le manuel GCC. Voilà, c'est écrit en anglais, etc. Donc vous pouvez, manuel GCC, que vous pouvez envoyer, je vais le faire, vous pouvez l'envoyer sur un man, plutôt, voilà, man.gcc. J'adopte la même convention, mais pour vous donner le nom que vous voulez. OK? Ou même, pourquoi pas, man.gcc, voilà, je mets man ou man ls, je garde man ls, mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un double chevron. C'est-à-dire que man ls, voilà ce qu'il contient, hein, je fais more, j'affiche le 4 de man ls, il contient déjà des choses. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire man gcc, je vais le rediriger, mais maintenant avec double chevron. Donc rappelez-vous de ça, on l'a déjà vu, et je vais l'envoyer également à man ls, c'est-à-dire que ce fichier là, man ls, que j'avais déjà créé, je vais rajouter, puisque j'ai mis maintenant double chevron, je vais rajouter, c'est-à-dire ne sera pas écrasé, je vais rajouter le résultat de cette commande. Et cette commande, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet tout simplement d'afficher ou de fournir le manuel du compilateur GCC, le compilateur GNU libre du langage C. Donc voilà. Il a fait tout le nécessaire. Je reviens à mon fichier. Donc il me dit, attention, voilà, fichier, etc., etc., ce qui a été modifié, rechargé. Ah, c'est intéressant ça. Donc je vais recharger parce que le fichier man ls a été modifié. Donc je recharge de telle sorte qu'il va me donner maintenant, voilà la partie ls. Je descends. Alors je vais descendre rapidement avec l'ascenseur. Je descends. Et voilà, cette partie-là, ça concerne, voilà, ça concerne C, le GCC, voilà, ça commence là, je monte, là, je monte, voilà, je vais descendre un peu plus bas, donc,
Voilà, tout ça, ça concerne le manuel GCC, hein, parce que je connais un petit peu le manuel, hein, c'est avec G++, etc., etc. Là, je monte, tout ça, c'est le manuel de GCC qui a été ajouté au manuel de LS. Voilà, je monte. Donc, vous voyez la richesse de GCC, vraiment, c'est un bijou. C'est un compilateur vraiment très excellent, très bien fait, et avec plein de possibilités que vous pouvez paramétrer pour mieux que vous maîtrisiez, améliorer un petit peu le module de programmation langage C que vous avez fait au premier semestre. Alors, je descends encore, etc. Voilà, tout ça, c'est le manuel GCC. Hein, je vais au début, enfin, là où ça a commencé GCC. Alors, j'aurais dû commencer depuis le début, mais bref, c'est pas grave. Donc, je monte. C'est pas grave. Ça vous donne l'occasion de montrer un petit peu la richesse de cette commande GCC. Qui n'a rien à voir avec LS. LS, c'est une commande relativement simple qui affiche simplement les fichiers répertoires qui se trouvent quelque part. Mais là, GCC, c'est vraiment un outil assez riche et qui offre plein de possibilités. Voilà, j'y suis et voilà. Donc, lorsque j'ai exécuté la commande man gcc, etc., voilà ce qu'il a ajouté ici. Donc là, ce qui est en haut, c'est relative à la commande ls. Donc, ça faut rappeler la commande, lorsque je fais man ls, le dernier paragraphe, le dernier chapitre, c'est la traduction. La traduction a été faite par un certain monsieur, un Canadien, voilà, un certain monsieur Michel Robitaille, etc., Université Montréal, etc., etc. Donc, ça, c'est relative à la commande ls. Et voilà la fin. Et ici, ça commence la commande gcc. Ça commence là. C'est-à-dire lorsque j'ai fait man gcc, double chevron, envoyé au fichier man.ls. Donc voilà, revenons à nos moutons, j'efface mon écran et je vous montre voilà la commande que j'ai effectuée, c'est-à-dire je vais rediriger, mais maintenant, au lieu de rediriger avec un simple chevron ouvert, j'ai utilisé le double. Donc le double, qu'est-ce qu'il permet de faire pour récapituler? C'est presque comme le simple, simplement ici, la différence c'est que si le fichier existe, il ne sera pas écrasé. Le résultat sera rajouté. Mais par contre, si le fichier n'existe pas, eh ben, double chevron, c'est pareil que simple chevron, c'est-à-dire qu'il va créer le fichier. Donc, je ne vais pas l'exécuter parce que maintenant, si j'exécute cette chose-là une autre fois, il va rajouter une autre fois. Donc, je vais faire un CTRL-C pour arrêter la commande et je vais faire un autre exemple. Par exemple, c'est l'exemple que nous avons traité la dernière fois, c'est-à-dire sur le bonus 3. Je veux avoir le calendrier. Par exemple, on est fin d'année, on est 2021, voilà, il n'y a plus de... ça y est, le virus corona n'est plus là, etc. Supposons qu'on est le 31 décembre 2020. Et on veut envoyer le calendrier à quelqu'un. Donc, je vais demander calendrier 2021 de l'année prochaine et je vais l'écrire dans un fichier que j'appelle cal 2021. Donc là, comme vous le voyez, qu'est-ce qu'il va faire? On va l'exécuter, exécuter sans envoyer ça. Donc cal, je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore vu le bonus 3, cal quelque chose, ça donne cette année, ça donne le calendrier relatif à l'année que vous donnez comme argument. Donc voilà, donc là j'ai ça. Regardons le fichier que je viens de créer. Hein, j'ai mis ici, j'ai redirigé le résultat de cette commande qui permet d'afficher le calendrier de l'année qui est indiqué dans le fichier cal que j'ai appelé cal 2021. Je l'ai appelé comme ça, sans extension, pourquoi pas. Donc on peut le voir également avec le mode graphique, c'est-à-dire l'explorateur de fichiers, et je vais voilà, cal, il est où, il est là, regardez. Voilà, je vais l'afficher grâce à Gedit.
Et voilà mon calendrier de l'année 2021. Donc, Inch'Allah, le 2021, il va démarrer un vendredi. Ça sera le premier, donc ça sera un jour férié en principe, et samedi le 2, etc. etc. Et on va voir le 1er mai 2021, ça sera un samedi. Autrement dit, je prendrai d'autres le 18 novembre. 18 novembre, ça sera un jeudi. 18 novembre, je vous rappelle, c'est la fête de l'indépendance du Maroc. Bien, donc voilà, j'espère que vous avez compris. Cette notion. Donc je vais fermer ce fichier. Je reviens à mon terminal. Plutôt, je reviens au slide. Donc, redirection de la sortie standard, c'est-à-dire, j'ai redirigé, je rappelle, on va revoir toutes sortes de redirections. Là, je parle de redirection de la sortie standard, parce qu'on verra qu'on peut rediriger l'entrée. On va rediriger également les erreurs. Donc là, j'ai commencé par la chose qu'on a déjà vue avec Windows, etc. Donc si vous voulez que vous pouvez faire cet exercice, etc., vous pouvez afficher le fichier, etc., etc. Donc le fichier contient les choses, donc vous pouvez le faire. Je ne vais pas le traiter, je vous laisse là, lorsque vous allez voir cette vidéo, vous pouvez l'arrêter à ce moment-là et exécuter ce genre de choses. Mais moi, j'ai essayé de vous montrer un petit peu l'utilité même de cette chose-là, lorsque, par exemple, de fabriquer vos manuels en utilisant man ou autre commande, ou toute autre commande qui vous intéresserait, ou même enchaînement de commandes qu'on verra par la suite. Donc c'est faisable. Passons maintenant à la suite. Alors là, redirection toujours suite, mais au lieu d'envoyer, de rediriger une seule commande dans ces fichiers, on va rediriger plusieurs commandes. Alors comment on va faire? Eh bien tout simplement grâce à cette possibilité qu'offre le shell, voilà, l'interpréteur shell, bash, c'est de mettre les commandes que vous voulez rediriger, vous les mettez entre parenthèses. Donc vous mettez parenthèse ouvrante, je dis bien parenthèse, et pas accolade, attention, c'est pas un crochet, c'est une parenthèse, une commande, point virgule, une autre commande, point virgule, une autre commande, etc., etc. Vous fermez la parenthèse. Donc, toutes ces commandes-là seront redirigées dans le même fichier. Donc là, le fichier, en l'occurrence, je l'ai appelé who. Donc là, par exemple, sur ce slide, je vous montre, il va afficher, c'est-à-dire dans ce fichier, vous aurez la date du jour et juste après le who. Donc, si vous voulez, voilà, je vais faire un copier-coller. Je travaille sur mon système. Il est GNU Linux à 100%. C'est pas une machine virtualisée ou quoi que ce soit. Donc, je vais prendre ça. Donc, je vais prendre ça une autre fois. Et je vais aller au terminal et je vais le copier. Je vais copier ça. Donc, un coup de CTRL L pour effacer l'écran, je colle là, je lance. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? On va l'afficher grâce à cat, who. Voilà. Donc il y a la date de jour et le résultat de who, c'est-à-dire que la date du jour c'est le 24, etc. avec l'heure. Et ici, le résultat de who, c'est-à-dire il y a l'utilisateur Zanan qui est connecté via le TTY7, le terminal, si vous voulez, le 7e, et depuis cette heure-ci, etc. Depuis, comme vous le savez, depuis le 15 mars, ma machine est toujours allumée ou en veille. C'est pour ça qu'il me fait cette date-là. Donc voilà, si vous voulez ici, donc j'ai redirigé par simple redirection, donc ce fichier, s'il existait, il sera effacé, il sera créé à nouveau et contenant le résultat de ces deux commandes, parce que je l'ai regroupé grâce à cette syntaxe-là, parenthèse, point virgule, aux commandes, point virgule, commande, point virgule, etc. Et je ferme la parenthèse. Autrement dit, le résultat de toutes les commandes qui sont groupées ici seront envoyées à mon fichier là. Si maintenant je prends la même commande, je reprends la même commande, mais je fais un double chevron, voilà, comme ça, je l'envoie, donc vous le devinez facilement, j'espère, je vais afficher le fichier, et bien j'aurai ce qu'il y avait avant,
le début ici. Et après la deuxième exécution, le résultat de la commande, c'est rajouté à mon fichier. Je peux le faire une troisième fois. Hein. Voilà, 4. Voilà, j'espère que vous avez compris. Disons que c'est simple à comprendre. Bien, donc retenez bien cette chose-là pour exécuter, pour grouper ça, et pour grouper plusieurs commandes, il faut mettre parenthèse. Si vous ne mettez pas de parenthèse, bien sûr, c'est qu'il va simplement mettre la dernière. Il va mettre, par exemple, si je mets ça, det sans parenthèse. Alors, on va la faire, comme ça vous allez comprendre la différence. Je vais prendre cette commande-là, je vais faire ça, comme ça vous allez voir, j'enlève, je ne veux pas l'ajouter, et je vais enlever la parenthèse. Je vais enlever les parenthèses. Ça arrive, hein, parfois certains d'entre vous peuvent arriver à cette situation-là. Det, point virgule, who, redirection, chevron fermé, et dans le fichier who.x. Regardons qu'est-ce qu'il y a dans le fichier who.x. On va l'afficher. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement, il a exécuté ça. Autrement dit, pour expliquer ça d'une manière rationnelle, det, point virgule, c'est-à-dire exécute cette commande. Point virgule, ça veut dire j'ai une autre commande. Donc il a exécuté ça, ce qu'il m'a affiché, la date. Ensuite, il a exécuté cette commande-là. Et cette commande, qu'est-ce qu'il fait? Who, mais rediriger vers un fichier. Donc c'est pour ça que dans le fichier who.x, lorsque je l'ai affiché ici, j'ai eu uniquement le résultat de who. Faites attention, si vous oubliez les parenthèses, voilà ce qu'il y aura. Bien, je continue. Donc, j'espère que vous avez compris cette notion-là. Pour regrouper plusieurs commandes, mettez parenthèses. Hein, c'est indépendamment de redirection. Donc, pour regrouper, pour lancer plusieurs commandes, regrouper, etc., vous pouvez mettre parenthèses et mettre les commandes séparées par point, virgule. Respectez la syntaxe. Passons à la suite. Donc la suite, tout simplement, c'est un slide qui explique ce que je viens de vous dire, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire pour rediriger la sortie standard dans un fichier, vous pouvez également utiliser la syntaxe suivante, c'est-à-dire le fameux double chevron. Attention, il n'y a pas d'espace entre le chevron ici et là, il n'y a pas d'espace. C'est les slides là qui montrent, puisque c'est agrandi, que ça montre, vous aurez l'impression qu'il y a un espace. Non, si vous mettez un espace, je suis désolé, vous allez avoir autre chose. Donc, dans ce cas, la sortie de la commande est rajoutée à ce fichier. Donc voilà le mot-clé, c'est-à-dire que lorsque vous faites double chevron, il y aura un rajout, il n'y aura pas écrasement du fichier. À la fin du fichier, bien sûr, on ne rajoute pas au début, on rajoute à la fin, c'est-à-dire à la fin du fichier qui est indiqué ici. Comme précédemment, si le fichier n'existait pas, le shell va créer. Voilà, c'est-à-dire voilà un autre exemple, enfin des exemples. Donc vous pouvez, en même temps, je vous montre cette chose-là, c'est-à-dire vous pouvez exécuter plusieurs commandes sur la même ligne. Il suffit de le séparer par point virgule, comme on vient de voir. Donc ça, on n'a pas jamais vu cette notion-là, mais enfin, je viens de la traiter. Sachez que vous pouvez mettre dans une même ligne, commande, alors je vais mettre ça ici, vous pouvez mettre dans une même ligne, par exemple ls, point virgule, date, virgule, who, pardon, point virgule, who, point virgule, cal, je sais pas, je mettrai cal tout court, donc je l'exécute. Qu'est-ce qu'il a affiché? Voilà, regardez, ça, la commande, je l'ai exécutée là, hein, voilà. Donc, il a exécuté ls, point virgule, syntaxiquement, c'est la syntaxe, en même temps, je vous montre la syntaxe. ls, il a fait la liste des fichiers, uniquement les noms, des fichiers non cachés. Ensuite, date, voilà la date. Ensuite, who, voilà le résultat de who. Et enfin, cal. Cal par défaut, comme on l'a vu sur le bonus, cal permet de donner le calendrier du mois en cours. Puisqu'on est en mars, le fameux mars 2020, et bien voilà, j'ai le calendrier de mars 2020, et bien sûr la date du jour, le 24 mars, qui est sélectionnée.
Et voilà, j'ai le prompt, c'est-à-dire que voilà, le système a exécuté les 4 commandes, l'une après l'autre, dans cet ordre. Bien, j'espère que c'est bon. Maintenant, on va passer à au lieu de tout à l'heure, jusqu'à maintenant, on a traité la redirection de la sortie standard. Maintenant, sachez qu'il y a la redirection de l'entrée standard, c'est-à-dire au lieu de rentrer via le clavier, qui est l'entrée standard, c'est-à-dire je tape des choses, etc., eh bien, on peut, une commande, s'il a besoin d'entrer, eh bien, on peut lui donner un fichier qui va être utilisé comme entrée standard, c'est-à-dire que les données dont il a besoin, la commande, ou que ça soit introduite ou via votre clavier, comme d'habitude, sur votre machine, eh ben, vous pouvez avoir l'entrée standard à partir d'un fichier. Bien, je vais prendre cet exemple-là. Par exemple, voilà un exemple bref, classique qui sera utile, parce que maintes fois, je vous l'ai dit, votre système peut vous envoyer un email. Maintes fois, chaque fois, parfois je vous dis, pourquoi pas, votre système, il fait des choses, à 3 heures du matin, il vous envoie un email. Pourquoi pas? Oui. Alors, imaginez que vous faites un programme, enfin, une chaîne d'action dans un programme, et à un certain moment, bref, le programme s'exécute. Lorsqu'un événement arrive, vous voulez que le système vous envoie un email. Et voilà la manière. C'est-à-dire, voilà, imaginez que cette instruction-là, de shell, elle n'est pas écrite comme ça, mais elle est écrite dans un fichier programme shell, qu'on va voir par la suite comment programmer et faire des suites d'instructions grâce à shell. Alors, cette instruction-là, tout simplement, il utilise un outil qu'on n'a pas encore vu, mais sachez, comme son nom l'indique, mail, c'est un outil qui permet d'envoyer, de recevoir, de gérer la messagerie. Donc, mail, j'envoie un mail à qui? À root. Et à root, eh bien, ce mail-là, je lui donne, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais envoyer comme message. Eh bien, je vais envoyer le résultat d'un fichier, enfin le contenu d'un fichier qui s'appelle o.x. Donc, comme c'est indiqué ici, cette commande-là envoie par mail au root le fichier indiqué, c'est-à-dire celui-là. Alors, vous allez me dire, mais comment ça, mail, on n'a pas vu, etc., etc. Donc, tout simplement, n'ayez pas peur, mail, c'est une commande. Je vais passer à l'écran, ici, manuel de mail. Voilà, aucun manuel, pas malheureusement. On va voir s'il y a un help. Un help, s'il n'est pas, on va le voir, il y a une solution. À tout problème, il y a toujours une solution. Donc le programme mail n'est pas encore installé. Vous pouvez l'installer en tapant, voilà, sudo apt-get, etc., etc. Ça tombe mieux parce que je n'ai pas encore traité cette chose-là, comment installer, etc. Mais voilà un exemple qui tombe par hasard. Enfin, par hasard, rien au hasard. Tout est prévu. Hein. Donc, je rigole. Donc, pourquoi j'ai pas de manuel de mail? Pourquoi j'ai pas de help? Tout simplement parce que sur cette machine, j'ai pas encore installé cet outil qui permet de faire la messagerie au niveau de ma machine. Bien, je vais m'arrêter pour l'instant, enfin je vais reprendre tout de suite, mais je ne sais pas si je voulais que j'installe cet outil-là, etc. Je pense que je vais le faire. Je vais l'installer, comme ça vous allez avoir comment on installe un outil. Alors, je ne m'arrête pas. Donc, pour installer, je vais tenter l'installation. Hein, l'installation, je vais la faire en live. Enfin, disons en live, je ne fais pas de montage. Je fais la vidéo et ensuite je l'envoie. Enfin, je l'envoie après avoir vérifié le contenu. Donc, pour installer cet outil, donc là, j'ouvre une parenthèse hein, pour ceux pour ne pas perdre l'enchaînement de l'explication, j'ai utilisé un exemple. Cet exemple utilise la commande mail, et lorsque j'ai voulu voir le manuel, malheureusement, et ainsi que le help, le système me dit qu'il n'est pas installé. Et en même temps, ma distribution m'aide en indiquant comment il faut installer. Alors, pour installer,
qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je vous conseille, avant d'installer quoi que ce soit, il faut toujours, qui peut d'abord installer, hein, c'est pas n'importe qui, pas un utilisateur normal. Il faut que ce soit un super utilisateur qui a les droits. Pourquoi? Parce que lors de l'installation, c'est quoi l'installation? C'est-à-dire qu'on va télécharger et on va installer. Et lorsqu'on va installer, on va toucher à des fichiers. Rappelez-vous, lorsque nous avons créé l'utilisateur, nous avons touché au répertoire ETC. Et ce fichier ETC, il n'est pas à la portée de tout le monde, hein, c'est pas l'anarchie. Il faut que quelqu'un qui a des droits, qui peut le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut on va faire un certain nombre de commandes grâce à sudo, c'est-à-dire super user do. Je switch où je demande à super user de faire ça. Bien sûr, il va me demander le mot de passe, ce qui est normal. Donc, la première des choses à faire lorsque vous allez installer, c'est de mettre une mise à jour. Une mise à jour de la liste des paquets. Donc pour ça, la mise à jour des listes des paquets, c'est-à-dire qu'il va regarder s'il y a des paquets, s'il y a des choses qui sont mises à jour au niveau du système que j'ai déclaré, que j'utilise, ou plutôt la plateforme à qui je fais confiance, la plateforme que j'utilise pour télécharger, ou les plateformes que j'utilise pour télécharger les logiciels, les applications, les paquets. Donc je vais d'abord mettre à jour. Donc comment on va faire ça? apt, grâce à la commande apt-get, et je fais un update. Donc je le fais parce que, si vous remarquez là, j'ai une connexion. Hein, j'ai une connexion. Si vous n'avez pas de connexion, malheureusement, cette chose-là n'a pas de sens. Bien évidemment, il me demande le mot de passe, ce qui est normal, légitime, j'allais dire même c'est nécessaire. Je donne le mot de passe. Et voilà. Le système est en train de recevoir, disons, les mises à jour. Il atteint les différentes. Voilà, ici, il y a des sites. Hein, regardez des sites. Donc là, le fameux canal local de Ubuntu. Moi, j'ai plein de plateformes que j'utilise pour mettre à jour et pour télécharger, etc. Enfin, des plateformes, pas n'importe lesquelles. C'est pas Windows, ça. Hein, c'est GNU Linux. GNU Linux, c'est sécurisé. Vous choisissez quelle plateforme, quel serveur de confiance. C'est pas comme sur Windows, malheureusement, vous pouvez installer des choses de n'importe où, etc., etc. Et c'est pas du tout, pas forcément fiable. Donc voilà, il est en train de lire la liste des paquets, etc., etc. Il est en train de faire son travail. On reviendra sur ça, peut-être. Hein, je dis bien peut-être, etc. Donc, si vous regardez à la fin, donc c'est toujours, chaque fois que vous faites des manipulations, regardez le système qu'il est en train de faire. Donc là, vous remarquez, réception. Et ici, il me dit, voilà, le répertoire, voilà, c'est un fichier qui se trouve dans etc apt, donc c'est un fichier de configuration de apt. apt, c'est le GCNO de paquet, et il a regardé la liste. Voilà, c'est une source, c'est-à-dire la source. J'ai une liste ici de sources, c'est-à-dire ces sources-là que j'utilise, ces sites. Voilà, ces sites-là, qu'il a été ignoré, n'utilise pas d'extension, etc. Bref, il a fait des choses, mais sachez que même apt-get possède son propre fichier de configuration. Bien. Maintenant, je reviens à la commande, donc je vais faire tout simplement un copier-coller, parce que pour utiliser mail, il m'a dit, à machine, le serveur, ma distribution m'a dit, il vaut mieux installer ça. Donc je vais copier pour ne pas faire d'erreur, et je descends ici, et je vais l'exécuter. Coller. Alors, vous avez remarqué quelque chose? Non. Il n'a pas demandé mot de passe. Pourquoi? Parce que avec les distributions GNU Linux, si vous donnez le mot de passe juste un instant T de sudo, et vous faites quelque chose juste après, il ne va pas vous redemander. Il va vous demander peut-être si j'ai tardé pendant 15 minutes ou plus, etc. etc. Enfin, bref, il y a un paramètre au niveau de cette demande de demander le mot de passe. Bien, il me dit voilà qu'il a lorsque j'ai fait apt-get install, voilà, il a cherché dans l'arbre des dépendances, etc. Il a cherché de quoi j'ai besoin pour installer cet outil mail utility, enfin cet outil là que je veux installer. Il a besoin d'un certain nombre de paquets, donc de librairies
Donc, des libres. Il y a pas mal de librairies qu'il a besoin. Il a besoin également d'un outil de MySQL Command et Postfix, bref, un certain nombre d'outils qui permettent de manipuler, gérer ce mail. Donc les paquets suggérés, il me dit ici, voilà les paquets supplémentaires suivants seront installés. Les paquets suggérés, il y a ça, il me suggère cela. Les nouveaux paquets suivants seront installés, etc. Donc il y a 9 nouvellement installés, 0 enlevé, il n'a rien enlevé, 14 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre, voilà ça, il est nécessaire de prendre 3135 kilo-octets dans les archives. Après cette opération, 14 mégas d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Donc on me dit, voilà ce que je vais faire. Est-ce que vous êtes OK? Autrement dit, est-ce que je suis d'accord pour qu'il fasse le nécessaire? Alors attention, hein, c'est pas comme Windows, je le répète pour la énième fois, à vous de choisir, par exemple, par la suite, hein, je ne pars pas pour le moment, vous travaillez avec des machines virtuelles, c'est pas grave, faites, ça sert à ça, les machines virtuelles, pour tester, mais lorsque un jour vous serez dans votre serveur professionnel où il y a derrière il y a des centaines de personnes qui l'utilisent, il faut faire attention, parce que ça se peut que le système peut enlever des choses, ça se peut qu'il met à jour des choses, donc, et vous n'avez pas envie d'avoir cette mise à jour, bref, il faut faire attention et il ne faut pas répondre toujours oui. Oui, faites attention à ça. Alors, souhaitez-vous continuer? Oui, moi je veux continuer. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Il me met entre crochets O majuscule /n. C'est-à-dire que O majuscule veut dire tout simplement, c'est le oui, il est pris par défaut. Donc, si je mets entrée, c'est par défaut. Mais moi je vais l'écrire quand même, hein, je vais écrire oui. Voilà, il est en train de télécharger. Donc, apt-get. Ça permet de gérer, etc., et de télécharger, ensuite d'installer. Donc, il me dit, veuillez choisir la configuration type de serveur, messagerie, etc. Vous avez besoin. Je dis OK. Pas de configuration, je ne vais pas se passer, parce que sinon, là, il me demande maintenant, ce n'était pas prévu, il me demande configuration de serveur de messagerie, donc est-ce que je veux avoir un serveur de messagerie, etc. etc. Donc là, c'est toute une manche, enfin, c'est tout un monde, et si je rentre dedans, là, je vais rester pendant peut-être des heures et des heures et des heures. Donc, faites-le, hein. Vous pouvez faire des tests, vous documenter si vous voulez créer votre serveur de messagerie à la maison, au lieu d'avoir un serveur de messagerie chez le machin Google ou je ne sais pas Yahoo ou Hotmail ou toutes ces conneries là, tous ces gens là qui ne respectent pas notre vie privée. Pourquoi pas, vous pouvez créer votre serveur messagerie personnel. Bien évidemment, il faut avoir des prérequis, il faut avoir des ressources, il faut avoir bref, un domaine, une adresse IP, mais bref, c'est faisable. Donc je dis et là, lorsque j'ai répondu, il va faire son travail. Préconfiguration des paquets. Donc là, il est en train de, voilà, il montre la progression qu'il est en train de faire. En même temps, et il installe. Donc l'installation, ne croyez pas que c'est quelque chose de copier de telle sorte, etc. Non, non, il y a un ensemble de scripts qui sont en train de s'exécuter et qui pour permettre que mon installation soit adéquate par rapport à mes besoins et à ce que j'ai demandé, etc. Donc là, il fait appel à voilà, MySQL, hein, c'est une base de données, hein, parce qu'il en a besoin. Bref, vous regardez le terminal et vous pouvez éventuellement prendre des notes pour éventuellement faire des petites recherches pour vous, pour que vous puissiez maîtriser et connaître un petit peu cette chose-là. Donc voilà, il a tout fait, sauf ce message-là, bref, il a été ignoré, ce n'est pas grave. Bien, donc là, il a fait le nécessaire, il a installé, etc. Très bien, donc je vais effacer l'écran, comme ça vous n'allez pas être embrouillé par tout ce qui est affiché. Un CTRL L, j'efface l'écran, et je vais refaire les choses que
Ça n'a pas marché. Pourquoi j'ai installé Mail? Parce que j'ai donné un exemple avec Mail, et lorsque je voulais vous montrer un petit peu de quoi s'agit-il, que fait ce Mail, j'ai fait Help, et il m'a dit tout à l'heure que voilà, il n'y a pas de Help, il n'y a pas de man, et c'est pour ça que il n'y a pas de man, etc. C'est pour ça que j'étais contraint, obligé de vous montrer. En même temps, c'est une occasion pour vous expliquer comment on installe des paquets. Le mot exact, c'est pas des logiciels, on dit paquets. Parce que c'est pas simplement logiciel, il installe plusieurs logiciels en réalité, mais il installe un paquet, il installe tous les outils nécessaires, tous les scripts, tous les programmes, tous les exécutables, tous les paramètres, tous les help, enfin tous les fichiers, toute l'information, disons au sens large, nécessaire pour ça. Donc c'est pas simplement en installant un logiciel. Bref, un logiciel, c'est un mot très très vague. Mais paquet, si vous voulez, c'est les choses, il respecte les dépendances, de telle sorte que lorsque j'exécute l'outil, la chose que je voulais exécuter, je dis la chose, c'est-à-dire l'outil que je veux étudier ici, Mail, il aura tout l'environnement nécessaire. Il ne va pas me demander, il vous manque ça, la base de données, il vous manque telle chose, il vous manque... Bref, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, ça s'appelle gestion de paquets, donc je l'ai utilisé, etc. Et lorsque j'ai installé, il a installé également le manuel et le help. Donc regardons le man de Mail. Voilà. Et comme vous le voyez, mais maintenant, je mets manuel de la commande Mail, et bien il me dit que ça existe, et il me donne un petit peu la syntaxe, comment utiliser cette commande-là. Donc là, c'est une commande très très riche, il possède plusieurs syntaxes. Et bien évidemment, puisque ça va servir pour, ça va servir pour gérer tout le process de messagerie. Pas simplement envoyer, mais également de lire les messages, etc. C'est comme si vous avez, vous avez votre Outlook, j'allais dire, ou autre outil qui permet de faire ça. Mais beaucoup plus que ça. C'est pas simplement Outlook, c'est pas simplement un agent, mais vous pouvez faire plein de choses, y compris avoir votre serveur. Je ne l'ai pas installé, mais y compris pour avoir un serveur de gestion messagerie, c'est-à-dire avoir votre serveur, au lieu d'avoir toujours écrire Gmail ou je ne sais pas quoi, Yahoo, etc., vous pouvez avoir votre adresse personnelle, c'est-à-dire gmail.org ou khadija.net, etc. À vous de choisir un domaine, etc. Donc, ça sera votre propre serveur autonome, indépendamment de ces opérateurs, de ces boîtes qui, malheureusement, ne respectent pas, en général, notre vie privée, puisque les messages que vous mettez chez eux, vous n'êtes pas sûr que ces gens-là ne les consultent pas ou les donnent à d'autres. Bref, on ne sait pas. Théoriquement, ils disent, mais... Bref. Voilà, je descends. Les différentes options, etc., de la commande Mail. Les différentes options de la commande Mail, il est superbe. Et voilà, ainsi que le copyright, donc c'est un logiciel libre, Free Software Foundation, FSF, licence GPL 3, la version 3, GNU, etc. Me dit également, comme d'habitude, see also, info, pour avoir d'autres informations si je m'intéresse à cette commande. Et cette commande, comme vous le voyez, bien sûr, il faut envoyer, pour envoyer à quelqu'un, il faut connaître son adresse mail. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que, je l'ai déjà dit pendant le cours, c'est que la messagerie sur le système Unix, depuis sa naissance, a existé. Autrement dit, la messagerie existait dans le monde Unix avant Internet. Beaucoup de gens pensent que c'est grâce à l'Internet qu'on a la messagerie. Eh bien non, désolé. La messagerie, le service messagerie a toujours existé depuis le début, depuis les premières versions, disons, de système Unix. Donc c'est pour ça que cette commande mail, bien sûr, il y a plusieurs outils, il est très bien développé, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de serveurs réels, même chez les opérateurs, Google et autres, leur messagerie n'est pas loin de ça. Là, par exemple, ici, c'est le serveur de messagerie postfix qui permet de faire et de gérer votre messagerie, ce service messagerie dans votre machine. Voilà, je sors de cette chose-là. Et
Donc je vais exécuter mail tout court, je vais voir ce que ça va donner. Impossible de voir la boîte lettres, voilà, il m'a la permission, question de permission, j'ai pas de permission, bref. Mais en même temps, je montre, regardez ce répertoire var. On s'en fout de ce message-là. Pour le moment, on s'en fout. Je vous donnerai tout à l'heure certaines explications. Mais regardez, qu'est-ce qu'il m'a mis? Impossible d'ouvrir la boîte aux lettres. Donc la boîte aux lettres, c'est quoi en réalité? Tout simplement, c'est un dossier. C'est un dossier qui s'appelle, voilà, c'est un répertoire qui lui donne le nom d'utilisateur, qui se trouve dans un répertoire qui s'appelle mail, et lui aussi se trouve dans le fameux répertoire var. Rappelez-vous de var, je vous l'ai déjà dit, on l'a vu sur pas mal de slides. Var, c'est le répertoire qui contient tous les fichiers variables, les logs, etc., etc. Et parmi ces fichiers variables, il y a les boîtes de messagerie. Donc, tous les utilisateurs de ma machine auront tous un répertoire dans le répertoire /var/mail et le nom d'utilisateur. Tous mes utilisateurs. Alors, on va voir, hein, je vais faire un coup de ls var mail, voilà, mail. Pour le moment, il n'y a aucun utilisateur, mais le répertoire existe. Je vais mettre un -L pour voir les détails. Donc, ce répertoire qui est destiné à recevoir l'ensemble des boîtes d'utilisateurs, etc. Donc, bien évidemment, je vais pas, j'ai pas de message, etc. Il faut que j'active ce service, etc., etc. Bref, je ne vais pas le faire pour le moment pour ne pas s'éloigner de notre sujet qu'on est en train d'étudier. Bien, peut-être je reviendrai là-dessus une autre fois, enfin, peut-être dans un bonus. Maintenant, redirection, toujours entrée standard, mais avec double chevron. Double chevron. C'est-à-dire, on a vu redirection en sortie standard avec simple chevron. Maintenant, c'est avec chevron fermé. Maintenant, il y a la possibilité de faire la redirection d'entrée standard avec double chevron. Et cette forme-là est un peu particulière. Parce que ça permet de dire que je vais rentrer des choses à partir par exemple, d'une commande qui ne va pas avoir entré à partir d'une autre, mais ça permet également d'envoyer des contenus à une commande avec le clavier. C'est-à-dire une commande qui a besoin en principe d'avoir un fichier comme entrée, eh bien on peut utiliser l'entrée à partir du clavier. Et je vais vous expliquer cet exemple classique. Je ne suis pas le seul, vous allez trouver dans la documentation que vous allez trouver souvent cet exemple-là. Alors je vais expliquer parce que malheureusement, dans pas mal de documentation, on ne trouve pas une explication simple, compréhensible par tout le monde. Alors qu'est-ce que vous voyez sur cet exemple? L'exemple ici, c'est sort-n et double chevron ouvert, sans espace entre les deux. Et ici, il y a un mot. Il y a certains qui mettent toujours fin, alors que ce n'est pas ça. Et alors, je vais exécuter cet exemple-là. Devant vous, je vais prendre le terminal. Effaçons l'écran. Et voilà, on est toujours au répertoire personnel. La commande sort. La commande sort, je ne l'ai pas traitée, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion, je vous donnerai une commande de plus. Man sort. Sort. Comme son nom l'indique, c'est une commande qui permet de trier un fichier de texte, tout simplement. C'est une commande qui permet de trier. Ordre croissant, ordre décroissant, ordre numérique, ordre majuscule, minuscule, bref, il y a plein de possibilités et il est assez riche et très intéressante. Je vous conseille de l'utiliser parce que au lieu de chercher, vous avez un fichier texte énorme, au lieu de chercher à l'intérieur ligne par ligne, parfois il est nécessaire de trier le contenu, comme ça facilite la tâche, vous pouvez aller rapidement à l'information qui vous intéresse. Alors, je vais revenir et prendre l'exemple qui est utilisé sur le slide. Je vais mettre sort.
Oui, je reviens au manuel, sort. Comme ça, je parle d'un paramètre, parce qu'un paramètre que je vais utiliser, c'est celui-là. -n. L'option -n. Tout simplement, cette option permet de comparer des choses, pour comparer des choses numériquement. C'est-à-dire, du point de vue quantité, un nombre entier ou un nombre, disons, un nombre numérique, enfin un nombre, c'est pas une chaîne de caractères. Donc, si vous ne mettez pas le -n, le système va trier les caractères par côté alphabétique, par ordre de l'alphabet. Et nous, parfois, on a besoin de comparer, enfin de trier une série de nombres. Par exemple, 13 il est inférieur à 14 et 14 est inférieur à 15, etc. etc. Donc, avec l'ordre numérique. C'est-à-dire, on va utiliser la relation d'ordre que vous avez utilisée en maths pour ceux qui ont le bac. Je rigole. Donc, c'est-à-dire l'ordre croissant ou décroissant, mais en faisant l'ordre numérique. Bien, donc voilà l'option N, pour ne pas revenir à son explication. Donc, je vais faire sort -n, c'est-à-dire je veux donner une série de nombres, et je veux qu'elle trie de nombres, et je mets ici, je vais mettre ici Salina. Salina. Voilà, pour vous changer, parce que sur l'exemple, j'ai le mot fin. Go. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Là, il ne me donne pas le prompt. Je vais entrer, il ne me donne pas le prompt. Bref, il attend que j'introduise des choses. Parce que normalement, sort, vous lui donnez comme argument, vous triez un fichier. Mais là, je ne donne pas de fichier. C'est-à-dire que les données qu'il va trier, je vais les introduire via le clavier. Je donne 10, je donne 45, je donne 7, je donne 88, je donne 100, je donne 63, je donne 9. Salina. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est-à-dire que ce mot-là que j'ai mis, c'est-à-dire, ça permet d'indiquer au système que c'est Salina. On a terminé. C'est-à-dire que c'est la fin de ma série. Donc, autrement dit, il va trier, je rigole, hein, mais c'est fait exprès. Hein. Je vous montre en même temps pour simplifier les choses et pour que vous compreniez, pour que tout le monde comprenne. Donc, trier par ordre en utilisant l'ordre numérique, par ordre croissant mais numérique, la liste que je vais donner, mais pour terminer cette liste-là, cette liste que je vais trier, il ne se trouve pas dans un fichier. Je vais l'introduire, c'est-à-dire rediriger via le clavier, je redirige, c'est-à-dire les choses que vous allez trier à partir de l'unité standard. Et pour terminer cette liste-là, eh ben, je ne vais pas la donner ici, j'ai mis un mot. Et ce mot-là, j'ai utilisé un mot en darija marocain, Salina, c'est-à-dire terminé, pour dire, c'est-à-dire lorsque je tape Salina, en entier bien sûr, il faut taper S-A-L-I-N-A majuscule. Et donc lorsque j'ai tapé ma suite de nombres, dans n'importe quel ordre, lui, ce moteur-là, cet outil de tri, il a fait son travail, il a trié cette liste du plus petit au plus grand, 7, 9, 10, 45, 8, 88, 100. Il m'a affiché le résultat. Donc j'aurais dû peut-être même récupérer et rediriger, après ça, rediriger vers un fichier. Je pourrais le faire. Et maintenant, je vais refaire la même chose, mais je vais utiliser un autre mot, hein. Fin. Enfin, parfois, certains, vous trouvez toujours ce genre d'exemple, fin. Je vais enlever le N. Donc là, pareil, je veux trier quelque chose, mais je ne donne pas de fichier. C'est-à-dire cette chose-là, c'est-à-dire les éléments que je veux trier ne sont pas dans un fichier. Ça va utiliser l'unité standard d'entrée, c'est là où il y aura cette série de nombres. Donc là, je vais mettre ici 10, 1, 0, 1, 12, 45, 54, 111, et F-I-N. Qu'est-ce que vous remarquez? Le tri
Et bien ici, il a trié, puisque j'ai enlevé l'option "-n", il a trié selon l'ordre, disons, des caractères. Donc il a commencé par les 0, 0, 1, ensuite 1, ensuite 10. À la limite, on peut dire c'est bon. Mais là, il a mis 111, ensuite 12. Pourquoi? Parce que 1 ici, il y a 2. Donc là, c'est plus petit, point de vue caractère. Ensuite, 45, etc., etc. Donc j'espère que vous avez compris. C'est un exemple. Je vous donnerai encore d'autres exemples avec cette redirection de l'entrée standard. Donc lire depuis le clavier d'une manière progressive, et on utilise ce symbole de chevron. Vous appelez-vous inférieur, donc chevron ouvert 2 fois, sans mettre d'espace entre les deux. Bien sûr, il faut mettre toujours comme on a mis, c'est-à-dire ici, respecter, mettez le mot, sorte, espace, l'option, espace, le double chevron, espace, et le mot qui vous permettra de terminer la saisie de la série via le terminal. Passons au slide suivant. Là, c'est la syntaxe. Donc là, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc j'espère que vous avez compris. Et parce qu'il ne reste maintenant que la redirection des erreurs qu'on va traiter dans le prochain slide. Donc peut-être que cette vidéo est relativement longue et je ne veux pas mettre des vidéos trop longues pour que vous ne perdez pas les pédales, pour que vous soyez à l'aise et que vous puissiez pratiquer les choses que nous avons vues. Donc je répète, chaque fois que vous regardez une vidéo, évitez de regarder votre vidéo et vous êtes sur votre lit. Regardez chaque vidéo, prenez un coin à la maison, une table ou mida comme on dit, et votre PC à côté et un bloc-notes. Bloc-notes, c'est-à-dire des papiers, un crayon, une gomme. Arrêtez le plus souvent chaque vidéo et revenez à votre terminal. Et faites les choses qui vous intéressent, regardez les manuels, exécutez, cherchez des exemples. Vous pouvez chercher éventuellement sur ailleurs, etc. Et afin que vous puissiez maîtriser chaque concept, parce que ces dernières vidéos maintenant sont très riches et il y a des choses que nous n'avons pas. On n'a pas tout traité. C'est vrai que je vous ai préparé avant, lors des premières séances avec Windows. Je me suis tardé cette année énormément, mais c'était fait exprès pour vous préparer à ces séances-là, pour vous montrer un petit peu, vous montrer le fond et la philosophie de chaque chose que nous avons utilisée auparavant. Bien, sur ceci, sur cela et ceci, je vous remercie, je vous dis au revoir et surtout, n'oubliez pas d'interagir. Essayez soit dans la vidéo, soit derrière à la fin de la vidéo, vous avez des commentaires, etc. Et essayez de répondre. Il y a des gens parfois il y a certains d'entre vous qui ont posé des questions, je ne suis pas toujours obligé de répondre. S'il y a d'autres personnes qui peuvent répondre, seront bienvenus. Et c'est comme ça on peut créer une discussion sur la mail list. La mail list, c'est chaque groupe a une mail list. Mail list, c'est la fameuse adresse mail qui s'appelle EST1, votre filière, soit ARI, soit GL. 2020, puisque vous êtes la promotion 2020, @googlegroups.com. Donc c'est cette adresse-là. Chaque fois, vous évitez de m'envoyer à mon adresse personnelle. Envoyez à l'adresse parce que mon adresse personnelle est plein. Je reçois énormément de mails depuis toujours et surtout cette année, avec différentes activités que je fais. Donc laissez mon adresse mail personnelle de côté. Utilisez l'autre adresse parce que dans tous les cas, je vais recevoir votre mail. Deuxième raison, c'est que les questions que vous posez, vos commentaires, etc., il faut que vos camarades puissent les regarder, puissent les analyser, il faut qu'ils soient au courant. Évitez de m'envoyer chacun pour soi. Non, vous êtes 2 groupes, 2 filières, donc essayez que chaque fois que un étudiant ou une étudiante pose une question, que tout le monde soit au courant. S'il y a une réponse, tout le monde sera au courant également. Voilà, sur ce, je vous remercie une deuxième fois, je vous dis bon courage et restez chez vous.